Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout, nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous discuterons parfois avec des experts pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Bonjour et bienvenue sur ce 10e épisode de Tsunami IA. Donc aujourd'hui, on va commencer tout de suite par les actualités, puisque j'enregistre le podcast encore une fois un petit peu à la dernière minute. Je vais essayer de m'améliorer sur les prochaines semaines, mais bon, je me dis que ce qui est le plus important, c'est de réussir à vous faire un podcast par semaine. Et donc, on va commencer tout de suite, sans plus tarder, par la partie actualité. Donc j'ai une première news qui nous parle de une entreprise, une start-up française en fait, qui a développé une IA qui est capable de diagnostiquer le cancer du sein avec une précision de 96%. Donc en fait la start-up elle s'appelle Therapixel, c'est une start-up basée à Nice et en fait avec leur IA ils sont capables en utilisant une vision par ordinateur pour analyser les mammographies en fait, ils sont capables de détecter les anomalies dans les tissus mammaires qui pourraient être indicatives d'un cancer. Et l'IA elle a été testée sur un ensemble de données de 10 000 mammographies, dont 2000 étaient positives pour le cancer, et elle a réussi à en détecter 96%. Cette précision, elle est supérieure en fait à celle des mammographies humaines, donc celles qui sont faites par des humains, qui ont une précision d'environ 85%. Donc voilà, on se rend compte qu'avec cette IA, ils ont été capables de surpasser les prédictions que pouvait faire un humain, enfin en tout cas un médecin. C'est des domaines où l'IA va souvent avoir un véritable avantage compétitif face à l'humain avec sa capacité d'analyser de grands volumes de données. Ensuite, on a une nouvelle aussi un petit peu sur l'Union européenne qui a conclu un accord politique sur le règlement, sur la réglementation sur les intelligences artificielles, avec un accord qui visait en fait à encadrer le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle en Europe pour garantir qu'elle soit utilisée de manière en fait sûre et responsable et éthique en fait. Donc le règlement sur l'intelligence artificielle proposé par l'Union européenne, il définit 4 niveaux de risque pour les systèmes d'intelligence artificielle. Et donc ces 4 niveaux, ça va être élevé, moyen, faible ou négligeable. En fait, se base tout simplement sur principalement le risque qu'on pourrait avoir en termes de sécurité pour les droits fondamentaux, de sécurité tout court aussi, et de santé pour les personnes, enfin voilà, ce genre de domaine. Donc je pense que c'est toujours intéressant de voir qu'il y a une véritable volonté des États, en tout cas, de vouloir légiférer sur l'intelligence artificielle. On verra comment cette réglementation évoluera, puisqu'elle doit encore être adoptée par le Parlement européen, avec une entrée en vigueur a priori en 2024, et on verra aussi à quel point ce sera contraignant pour les entreprises qui travaillent dans l'intelligence artificielle, et voilà, si ça va vraiment créer des blocages. Donc c'est vrai que d'après leurs critères, faudra voir effectivement si des applications qu'on utilise déjà dans l'intelligence artificielle aujourd'hui seront considérées comme plutôt moyennes ou plutôt comme critiques, etc. Je pense que si on parle d'applications comme celles qu'on a mentionnées précédemment, qui permettraient par exemple de détecter des cancers, là on va être sur des niveaux assez élevés de criticité, puisque forcément si l'intelligence artificielle fait des erreurs, là potentiellement il y a la vie d'une personne qui est en jeu derrière. Mais peut-être que pour des modèles type IA générative, un petit peu comme ChatGPT, peut-être que là la réglementation, on considérera qu'on est plutôt sur un risque faible ou moyen, on verra un petit peu comment tout ça évoluera. Donc prochaine news, on a une news de DeepMind, DeepMind filiale de Google, qui a développé en fait une intelligence artificielle qui est nommée FunSearch, et en fait elle a amélioré la résolution de problèmes de combinatoires inspirés du jeu de cartes 7. Bon, en fait c'est un jeu de cartes avec différents symboles et avec des systèmes de combinaisons qui doivent se faire entre les différentes cartes, et en fait cette intelligence artificielle FunSearch, elle a progressé sur des problèmes qui étaient inspirés de ce jeu-là, dans les problèmes de combinatoire. Et c'est un domaine des mathématiques qui étudie en fait les arrangements possibles en fait de sets d'objets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à résoudre des problèmes qui jusque-là n'avaient pas pu être résolus par des humains. C'est en fait la première fois qu'un système basé sur un modèle de langage, donc type LLM, dépasse en fait les connaissances existantes en termes de mathématiques et d'informatique. Donc c'est intéressant de voir que même si là on est sur un sujet très spécifique, on commence à avoir vraiment des usages, on va dire, émergents qui apparaissent avec les large language models et avec justement des nouvelles capacités qui apparaissent comme cette capacité de résoudre des problèmes mathématiques qui jusqu'à maintenant ne pouvaient pas l'être.
Prochaine news, on a une news de Spotify qui est en train d'expérimenter des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour créer des playlists à partir de prompts textuels. Donc ça veut dire que l'idée c'est qu'on puisse rentrer quelque chose, par exemple j'ai besoin d'une playlist pour accompagner mon podcast par exemple, et il va nous donner quelques chansons, ou j'ai besoin d'une playlist pour aller courir à pied, et puis il va nous faire une playlist là-dessus, j'ai besoin d'une playlist de tel style ou tel style dans un contexte pour, je sais pas, une playlist de lo-fi électro pour travailler, il va nous faire une playlist dans ce style-là. Enfin voilà, l'idée c'est que on puisse lui donner quelques instructions par texte et que à partir de là, il puisse nous générer directement une playlist. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait effectivement très bien fonctionner avec l'intelligence artificielle. Ça permettrait aussi à Spotify de se démarquer de ses concurrents, ou en tout cas, si c'est pas eux qui le font, à ses concurrents, par exemple comme Deezer, de proposer le même genre de fonctionnalité et du coup de se démarquer de Spotify. Je pense que c'est quelque chose que toutes les plateformes qui aujourd'hui gèrent du contenu regardent beaucoup, tout ce qui est utilisation des modèles d'intelligence artificielle et puis de tout ce qui va être intelligence générative. Pourquoi je pense qu'ils doivent vraiment s'y intéresser, c'est parce que ça va potentiellement avoir un gros impact sur leur métier. La semaine dernière plutôt, je vous avais fait écouter des petits exemples de ce qu'on pouvait faire avec Suno AI qui permet de générer des musiques. Non, en plus je vous dis des bêtises, c'était pas la semaine dernière, c'était il y a 2 semaines, sur l'épisode du coup 8, et on avait pu voir en fait que ça fonctionnait quand même vraiment bien. Et donc en fait aujourd'hui on a un bon début, on va dire, avec des outils comme Suno AI qui nous permettent de créer des images. Qu'est-ce qui se passera plus tard si on a un niveau qui ne fait que s'améliorer? On pourrait très bien voir une fonctionnalité apparaître dans l'application Spotify ou Deezer où on lui dit directement je veux une musique de tel type, et il nous génère directement la musique et pas uniquement une playlist. C'est quelque chose, je pense, qui pourrait arriver prochainement et donc du coup qui reste à regarder. On verra comment tout ça évoluera, mais je ne serais pas étonné de voir ce genre de fonctionnalité apparaître. Toujours dans les fonctionnalités qui sont en train d'un peu d'apparaître dans les applications qu'on connaît déjà bien aujourd'hui, on a Meta qui est en train de travailler sur des filtres Instagram qui sont disponibles pour l'instant uniquement aux États-Unis, mais qui permettent en fait d'améliorer les stories. Donc notamment en faisant du détourage. Donc on prend une photo, un selfie, une photo d'une personne, et l'intelligence artificielle va automatiquement détourer la personne et puis elle va modifier le fond en changeant, en rajoutant un paysage, en rajoutant des choses diverses et variées. Et donc voilà, c'est tout simplement la technologie qu'on a déjà pu voir avec des technos comme Midjourney ou autres, sauf que là c'est appliqué directement, intégré à l'application, et on peut du coup se générer des stories avec cette intelligence artificielle, sachant qu'ils vont quand même garder un badge, ils vont rajouter un filigrane sur les images qui auront été générées par ça, pour que les personnes puissent comprendre en fait qu'elles ont quand même été générées avec cet outil. Donc pour l'instant c'est uniquement outre-Atlantique aux États-Unis, mais je pense que ce sera un petit peu comme le nouveau réseau social Thread, donc le concurrent de Twitter, nouvellement appelé X, sur les réseaux sociaux. Il y a un petit temps forcément pour qu'ils puissent le faire passer. Il y a toujours un temps de latence entre le moment où il sort aux États-Unis et le moment où il sort en Europe, et donc du coup on verra si cette fonctionnalité apparaîtra en Europe prochainement. Et du coup, en parlant de Thread, mais je vous referai un petit rappel à la fin de l'épisode, le compte Thread de Tsunami IA a été créé, et je pense que ça peut être un très bon réseau social pour vous partager un petit peu des news au fil de la semaine sur ce que je rencontre un petit peu en actualité sur l'intelligence artificielle, et vous partager quelques pensées, quelques idées. Je pense que c'est un peu plus adapté justement pour la partie un peu questions, donc si vous avez des commentaires à me donner, des questions à me faire, des questionnements ou autres sur les différents sujets qu'on aborde, je pense que ce sera un réseau vraiment adapté à ça, donc n'hésitez pas. On verra si ce concurrent de Twitter réussira son pari et réussira à prendre. En tout cas, si vous voulez me contacter sur le nouveau réseau social Thread, du coup ce sera possible puisque le compte existe, et ce sera le même nom que pour le compte Instagram.
Alors toujours sur la partie un petit peu création d'images, on a l'application Midjourney qui est aujourd'hui l'une des grosses applications de génération d'images, qui est je pense l'une de celles qui arrive à obtenir les meilleurs résultats, même si on peut aussi faire des choses très jolies avec Stable Diffusion, un peu moins bien je trouve sur DALL-E, mais en tout cas voilà, l'une des applications aujourd'hui qui est très utilisée pour générer des images très réalistes avec l'intelligence artificielle. Donc Midjourney va enfin avoir son propre site internet. Donc Midjourney pour l'instant c'était disponible sur l'application Discord et c'était pas forcément l'interface la plus pratique et agréable pour utiliser, pour générer des images, et donc là ils sont en train de lancer leur propre site internet. C'est encore en alpha, c'est disponible pour l'instant que pour certains utilisateurs, mais voilà, ça devrait arriver petit à petit. Donc je sais pas, ils ont pas encore donné de date de sortie précise, mais ça devrait arriver prochainement. Donc pour tous ceux qui ont eu un peu de mal à tester Midjourney parce qu'ils avaient un peu de mal à utiliser Discord et les fonctionnements qui étaient en place, sachez que très bientôt il y aura une version application web qui sera disponible et qui sera du coup plus pratique. Alors ensuite on a une information un petit peu plus hardware. Donc la semaine dernière on avait parlé de AMD qui était en train de lancer des nouveaux processeurs graphiques adaptés à l'intelligence artificielle. Cette semaine on parle de Intel qui est également en train de lancer des processeurs optimisés pour l'intelligence artificielle. Ils ont sorti leur nouveau processeur Xeon de génération 5 et ces processeurs donc ont une partie qui leur permet d'optimiser les calculs liés à l'intelligence artificielle. Donc on voit que tous les gros fabricants de processeurs, Nvidia, Intel, AMD, ils suivent un peu le chemin ils suivent la course sur la création de processeurs liés à l'intelligence artificielle. Même on avait parlé de Amazon qui était aussi en train de travailler sur leur processeur. Apple aussi, c'est des choses qu'ils intègrent à leur processeur depuis qu'ils créent leur propre processeur. Voilà, je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Toutes les grosses entreprises de tech savent que si elles n'ont pas la puissance de calcul derrière pour calculer de l'intelligence artificielle facilement sur des processeurs en local pour que ça puisse être disponible à la fois pour les utilisateurs finaux sur des téléphones portables ou des ordinateurs portables, mais aussi sur des serveurs pour les entreprises qui développent des modèles d'intelligence artificielle. Je pense que voilà, ils savent tous aujourd'hui que c'est quelque chose de clé sur lequel il faut avancer rapidement, et donc ils sont un peu tous en train de suivre cette course. Ça me fait un petit peu penser au dicton qui dit que lorsqu'il y a une ruée vers l'or, celui qui s'enrichit le plus c'est celui qui vend des pelles et des pioches. Et c'est vrai que là forcément, vu que eux ils construisent les processeurs, je pense que c'est des entreprises qui vont vraiment sortir leur épingle du jeu dans les prochaines années, puisque on a forcément besoin des processeurs, peu importe le modèle d'IA qu'on va créer et sur lequel on va travailler et qu'on utilisera, à la fin il faudra bien le faire tourner sur un processeur, et donc on est certain que de leur côté ils seront a priori gagnants quoi qu'il arrive, peu importe derrière quelle intelligence artificielle fonctionnera le plus ou pas. Donc ensuite on a une news sur OpenAI qui lance en fait son programme pour contrôler une intelligence artificielle super intelligente et l'aligner avec des objectifs humains. Donc en fait l'objectif c'est de savoir si on est capable d'avoir des méthodes qui permettent de contrôler une intelligence qui potentiellement serait plus intelligente qu'un humain. Donc pour essayer de reproduire ça, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont utilisé ChatGPT 2 pour superviser en fait ChatGPT 4 et pour voir si les interactions du coup entre les deux modèles fonctionnaient bien, voir si les capacités de GPT 4 n'étaient pas trop dégradées par le fait qu'il soit supervisé par GPT 2, et voir si on pouvait garder un bon alignement entre les objectifs qui étaient donnés par GPT 2 qui ensuite étaient appliqués par GPT 4. L'idée c'est un peu de reproduire ce qui pourrait se passer si demain on avait une intelligence artificielle qui était plus intelligente que nous. Comment on pourrait s'assurer que quand on lui demande des choses, elle garde un bon alignement avec les instructions qu'on lui a demandées, voilà, sans sortir de cet alignement. Et enfin, sur la dernière nouvelle, je vais vous parler d'une nouvelle entreprise qui s'est lancée, qui s'appelle channel1.ai. Donc c'est une chaîne de nouvelles, et c'est vraiment assez impressionnant. Donc en fait, ils utilisent des avatars qui utilisent un système de deepfake en guise de présentateur. Donc je vous conseille d'aller regarder la vidéo, c'est vraiment bluffant. C'est tout simplement des personnes qui ont l'air d'être de vraies personnes, avec un système où on a de la génération de voix, un petit peu comme le système que j'utilise pour faire parler Josh, sauf qu'en plus de ça, on a aussi un système qui fait que l'alignement des lèvres fonctionne aussi avec la voix. Donc ça fait quelque chose qui est très réaliste. On peut lire sur les lèvres des présentateurs ce qu'ils disent.
Et en plus de ça, ils utilisent une technologie qui permet un photoréalisme assez poussé. Donc quand on regarde la vidéo, on a vraiment l'impression de voir des vrais humains parler. C'est vraiment impressionnant, ça reprend des petites mimiques que pourrait avoir un humain, des petits mouvements de tête, des petits mouvements de bras, de mains. Donc on a vraiment l'impression de voir quelqu'un qui parle. Et en fait, leur concept, c'est de développer une chaîne d'information, donc alors, je sais pas si le but c'est qu'elle soit à la télévision ou sur Internet, mais en tout cas, de faire de l'information à l'échelle vraiment mondiale, grâce à l'intelligence artificielle. Donc avec ce système de présentateurs intelligence artificielle, ils vont pouvoir avoir toutes sortes de présentateurs, toutes sortes de personnalités de présentateurs, très facilement, qui vont pouvoir donner un texte qui sera du coup, lui, probablement peut-être aussi généré par intelligence artificielle. Bon, là-dessus, il faudra voir un petit peu comment ils veulent mettre ça en place. L'idée, c'est qu'ils se basent sur des sources d'informations vérifiées, donc voilà, qu'ils aient vraiment des sources vérifiées au niveau de leur base d'infos, mais que derrière, sur toute la partie livraison de l'information, elle soit faite grâce à des intelligences artificielles. Et donc voilà, un système de présentateurs, etc. Donc je vais vous faire écouter un petit extrait déjà pour vous donner une idée, comme ça vous allez voir aussi à quel point la qualité des voix est bonne. Et puis je vous conseille aussi de jeter un petit coup d'œil à la vidéo si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble aussi. Here's the original footage that would traditionally only air to French-speaking audiences. Vers 2h du matin, j'ai entendu un gros bruit, je me suis levé. J'ai vu que son toit commençait à se surélever. Et puis une demi-heure après, tout est parti en vrac, quoi. Ça s'est éparpillé, quoi. Vous voyez, là, on avait mis des grosses pierres, là. Il y avait 4 grosses pierres comme ça sur le toit. Et ça arrivait quand même à décoller le toit plus la pierre, quoi. And now, experience that same clip, but in English. At around 2 a.m., I heard a loud noise, so I got up from my bed. I looked outside and noticed that his roof was beginning to lift up into the air. And then, after 30 minutes, everything went crazy. It scattered all over the place. You see there, we had placed big stones. There were 4 big stones like that on the roof. And it still managed to lift the roof along with the stone. Donc vous l'avez vu, en plus, ce qui est impressionnant avec ce système-là, c'est qu'ils sont capables aussi de faire de la traduction dans différentes langues. Et là, donc, c'est assez intéressant parce qu'ils ont pris un extrait d'un reportage de France 24 où on avait une personne qui parlait en français. Et avec la traduction, on voit que la personne parle en anglais avec en plus le même timbre de voix, donc qui est gardé. Donc c'est vraiment bien fait. Maintenant, là, c'est une vidéo de lancement qu'ils ont fait. On sait pas combien de temps ça leur a pris pour arriver à ce niveau de qualité. C'est possible quand même que ça leur ait demandé quand même pas mal de retouches, pas mal de choses derrière pour pouvoir entraîner le modèle, avoir le bon résultat, etc. Mais c'est vrai que ça peut nous donner une idée du futur. Si demain ils sont capables de lancer le projet comme ils le souhaitent, ils pourraient être capables de concurrencer toutes les chaînes télévisées qui existent déjà d'information en ayant cette capacité d'avoir une information modelée en fonction de chaque utilisateur, puisque si derrière ils lancent par exemple leur application, on pourrait avoir cette capacité de pouvoir déjà traduire à la volée n'importe quelle langue, d'avoir du coup des informations présentées dans la langue qu'on le souhaite, et surtout de choisir les sujets qui nous intéressent, et avec ce système-là, ils pourraient nous faire des news entre guillemets qui seraient vraiment spécifiques sur notre domaine. Donc peut-être que la section news du podcast, je la ferai plus bientôt grâce à cette nouvelle technologie et grâce à Channel One, et je leur demanderai juste de me faire un petit rapport sur tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle et je vous partagerai directement le lien. Bon, je pense qu'on n'en est pas encore là pour l'instant, mais c'est un petit peu l'idée de ce qu'ils veulent essayer de faire. Je trouve ça assez intéressant, surtout quand on a envie d'avoir des informations sur un domaine précis, qu'on veut pas forcément uniquement des informations généralistes, et voir un petit peu comme ça comment tout ça pourrait évoluer. C'est aussi intéressant parce que c'est une bonne mise en pratique de tout ce qui est traduction, et de voir que on va être capable maintenant de traduire à la volée, pas tout à fait encore à la volée pour l'instant, mais en tout cas a priori bientôt aussi à la volée, de traduire des personnes qui interviennent dans une langue et de les traduire dans une autre langue tout en gardant le même timbre de voix. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va être très impressionnant quand ça va être un peu plus implémenté, un peu plus concret, et sachant qu'aussi c'est quelque chose où on peut à la fois faire de la traduction donc sur la partie voix, mais aussi de la modification deepfake uniquement sur la bouche de la personne pour que on ait aussi la synchronisation labiale. Et ça, je pense que ça va être hyper intéressant aussi pour l'industrie du cinéma quand ces technologies seront un petit peu plus abouties et
un peu plus mise en place. Imaginez que vous passez votre film d'une langue à l'autre et que grâce à ces technologies, vous puissiez garder la synchronisation labiale et aussi le timbre de voix des acteurs, donc ce serait vraiment, je pense, assez impressionnant. Alors par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, je pense que pour tous les acteurs de doublage, effectivement, si ces technologies se mettre à être de plus en plus performantes, ça risque d'être de plus en plus compliqué pour tous les acteurs de doublage, puisque potentiellement l'acteur originel pourrait directement être utilisé, en tout cas sa voix pourrait être utilisée puis transposée dans une autre langue pour traduire en fait un film. Donc on verra un petit peu comment tout ça évoluera. Je pense que c'est quelque chose qui va aussi beaucoup intéresser les youtubeurs. Il y a déjà maintenant la possibilité sur YouTube de traduire ces vidéos et de faire plusieurs pistes audio, sauf que pour l'instant il faut encore passer par un doubleur. Si demain c'est quelque chose qui peut être fait facilement et rapidement par une intelligence artificielle, ça va aussi mondialiser entre guillemets YouTube, et ça va faire qu'on pourra avoir des chaînes qui seront aux États-Unis, qui pourront du coup plus se développer en Europe, même avec des personnes qui ne parlent pas forcément l'anglais, mais aussi des chaînes peut-être de personnes qui seraient, je sais pas moi, en Inde, qui parlerait l'hindi et qui aurait du contenu hyper intéressant, qui pourrait être traduit en anglais ou en français ou dans d'autres langues, et on pourra se retrouver, je pense, on va peut-être se retrouver avec des chaînes qui vont exploser et monter de personnes qui sont dans divers pays, grâce justement au fait que tout ça puisse être traduit. Donc on verra un petit peu comment tout ça évoluera, mais je trouve ça hyper intéressant, en tout cas comme mise en pratique de ces systèmes de traduction. Alors aujourd'hui, Josh, j'aimerais parler du revenu universel. En fait, je me rends compte que, a priori, on va avoir un grand bouleversement sur beaucoup d'emplois avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Il y a peut-être des métiers qui vont être beaucoup moins pertinents qu'avant, des métiers qui vont peut-être disparaître ou être remplacés, et donc potentiellement, il y aura moins de travail, et donc je me dis comment la société va pouvoir réagir à tout ça, et est-ce que du coup, le revenu universel ne serait pas une solution qui pourrait être pertinente pour justement compenser le fait qu'il va y avoir un risque de remplacement avec tous ces métiers remplacés par l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu en penses ? Le revenu universel, un sujet brûlant et fascinant, surtout quand on le met dans la perspective de l'intelligence artificielle. Alors, commençons par le commencement. L'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi. C'est vrai, l'intelligence artificielle promet de transformer le paysage de l'emploi. Des secteurs comme la fabrication, la logistique et même certains services professionnels pourraient voir une automatisation accrue. Ça signifie moins de besoins en main-d'œuvre humaine pour certains emplois, mais aussi la création de nouveaux emplois liés à l'IA, souvent nécessitant de nouvelles compétences. Le défi, c'est la transition et la reconversion des travailleurs vers ces nouvelles opportunités. Maintenant, parlons du revenu universel. L'idée est simple, fournir à tous les citoyens un revenu de base, sans condition. Les avantages ? Cela pourrait réduire la pauvreté et l'insécurité économique, surtout dans un monde où les emplois stables deviennent plus rares. Cela pourrait aussi encourager l'entrepreneuriat et la créativité, car les gens auraient un filet de sécurité pour explorer de nouvelles carrières ou lancer des entreprises. Mais il y a des questions à se poser. Comment financer un tel programme ? Est-ce que cela découragerait le travail ? Quel serait l'impact sur l'économie en général ? À mon avis, le revenu universel mérite une attention sérieuse. Si l'intelligence artificielle change radicalement le marché du travail, nous devons explorer des solutions innovantes. Le revenu universel pourrait être une de ces solutions, mais il nécessite une planification et une mise en œuvre soigneuse. Alors selon toi, Josh, quels seraient les principaux challenges qu'on aurait à trouver, enfin en tout cas les principaux challenges auxquels il faudra répondre pour réussir à éventuellement mettre en place un revenu universel ? Mettre en place un revenu universel, surtout dans le contexte d'une évolution rapide de l'intelligence artificielle, présente plusieurs défis majeurs. Voici les principaux. 1. Financement. La question clé. Comment financer un revenu universel ? Cela pourrait nécessiter une refonte significative des systèmes fiscaux. Par exemple, on pourrait envisager des taxes sur les transactions automatisées ou les bénéfices générés par l'intelligence artificielle. Mais il est crucial de trouver un équilibre pour ne pas décourager l'innovation ni surcharger les entreprises. 2. Équité et répartition. Il faut déterminer le montant du revenu pour qu'il soit à la fois suffisant pour vivre décemment et viable économiquement.
De plus, il y a la question de l'équité. Comment assurer que le revenu universel bénéficie équitablement à tous les citoyens sans créer de nouvelles inégalités? 3. Impact économique. Quel serait l'effet sur l'économie globale? Certains craignent que cela puisse mener à l'inflation ou à la paresse. Il est donc crucial de comprendre et de modéliser les impacts économiques potentiels. 4. Transition et acceptation sociale. Changer un système socio-économique ancré n'est pas facile. Il y a des défis liés à la gestion du changement, à la communication et à l'obtention du soutien du public et des décideurs politiques. 5. Complémentarité avec les systèmes existants. Comment le revenu universel s'intégrerait-il avec les autres formes d'aide sociale? Il faudrait éviter les redondances et les inefficacités. En résumé, la mise en œuvre d'un revenu universel en réponse à l'impact de l'intelligence artificielle sur le marché du travail est complexe. Cela nécessite une planification méticuleuse, une compréhension approfondie des dynamiques économiques et sociales, et probablement une série d'ajustements au fil du temps. Alors c'est assez intéressant ce que nous dit Josh, forcément. L'un des principaux arguments qu'on a quand on parle de revenu universel, c'est la partie financement. Est-ce qu'on a vraiment les moyens de financer en fait un revenu qui serait donné à tous? Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de regarder si effectivement c'est quelque chose qui pourrait être possible ou pas. Alors j'ai regardé un petit peu les chiffres de l'INSEE. Je les ai eus pour 2018, il n'y avait pas les dispos pour les années plus récentes, mais bon, je pense que ça nous donne un peu une idée. Et donc, en 2018, il y avait un budget pour les aides sociales en France qui s'élevait à 741 milliards d'euros. Donc, aide sociale, ça va compter tout ce qui va être les revenus de chômage, le RSA, les revenus liés à la retraite, voilà, tout ce qui va être aussi lié à la CAF, etc. Bon, toutes ces aides-là, le budget total, c'était 741 milliards d'euros. Ce qui fait environ, si on divise par le nombre d'habitants, vraiment le nombre d'habitants total, on prend pas uniquement les adultes, on prend les adultes et les enfants, et donc divisé par le nombre d'habitants total en France, on arrive à 11 000 euros par personne par an, ce qui fait environ 919 euros par mois. Donc c'est assez impressionnant de se dire que le budget actuel, donc celui en tout cas qu'il y avait en 2018, il était déjà en fait de 919 euros par mois par personne. Si on le ramène par personne par mois, on arriverait en tout cas à 919 euros par mois et par personne. Donc je pense qu'en soi, c'est plutôt une bonne base pour éventuellement un revenu universel. Alors après, ça reste un montant qui est très faible, c'est très en dessous du SMIC par exemple, mais si on s'imagine une société dans laquelle on n'a pas forcément besoin d'habiter par exemple en ville, ou en tout cas d'habiter dans un endroit où les loyers sont chers pour pouvoir vivre en fait décemment, on peut tout à fait aller vivre à la campagne ou à un autre endroit, puisqu'on n'est pas rattaché à son travail, on n'est pas obligé d'habiter proche de son travail puisqu'on a le revenu universel. Est-ce que ce serait pas une base qui pourrait déjà permettre en tout cas aux personnes de vivre? En tout cas, si c'est pas suffisant, peut-être que le budget, finalement, il serait pas si compliqué à chercher quand on voit qu'il y a déjà un budget de 919 euros par mois par personne. Moi je pensais pas que ce serait autant, mais c'est vrai que quand on se dit qu'on regroupe toutes les aides et si finalement on n'aurait que uniquement ce système de revenu universel mis en place, qui remplacerait en fait toutes les autres aides, est-ce que on pourrait pas déjà avoir une bonne base pour justement essayer de lancer ce système-là? Après, sur la partie équité et répartition, c'est vrai qu'en soi, si on se dit que c'est quelque chose qui est donné à chaque personne, il y a quand même un certain système d'équité. Alors forcément, il y a des choses qu'il faudrait aller regarder un peu plus en détail. Par exemple, comment on ferait pour les personnes qui sont, je sais pas moi, en arrêt de travail ou en arrêt maladie, ou les personnes qui ont des handicaps, tout ce genre de choses-là. Faudrait voir effectivement comment le revenu pourrait être adapté dans ces cas-là. Mais c'est vrai qu'en soi, si on part du principe que c'est quelque chose qui est donné à tout le monde, on aurait quand même une équité, je pense, qui serait assez bonne. Et derrière, après, il faudrait aussi que forcément, sur l'aspect fiscalité, ce soit fait correctement, et qu'au final, les personnes qui ont des revenus assez élevés se retrouvent en fait à redonner
ce revenu universel en fait dans leurs impôts, hein. Donc forcément ils pourraient avoir les mêmes impôts que ce qu'ils ont aujourd'hui si le budget est inchangé, mais c'est juste que le revenu universel qu'ils auraient perçu au final ils se retrouvaient à ne pas le recevoir puisque leur salaire est au-dessus du seuil, quoi. Donc voir un petit peu si ça pourrait, si c'est quelque chose qui vous paraîtrait équitable. Moi je pense que ça pourrait être en tout cas une bonne base, et surtout ça permettrait de répondre en fait à un problème qu'on risque d'avoir, c'est que si l'intelligence artificielle progresse de plus en plus, et si on a une automatisation qui arrive de plus en plus, est-ce que on aura du travail en fait de disponible pour tout le monde? Et je pense que là il y a potentiellement un risque. Alors maintenant, Josh, j'ai une question pour toi. Si on imagine un futur où l'intelligence artificielle remplace de plus en plus les emplois des personnes, ou en tout cas que les personnes ont moins de valeur à apporter aux entreprises, là où avant ils auraient eu une vraie valeur ajoutée, avec l'intelligence artificielle, les entreprises se retrouveraient à avoir la majorité de la valeur qu'ils récupèrent en fait, qui proviendrait des intelligences artificielles plutôt que de leurs employés. Est-ce qu'on on pourrait du coup se retrouver soit dans une société où les personnes ont un travail, mais un travail qui au final n'apporte pas réellement de valeur à l'entreprise, ou on pourrait se retrouver avec tout simplement des entreprises qui n'ont plus besoin d'employés et qui du coup, ça pourrait faire du coup augmenter le taux de chômage par exemple. Si on se retrouvait dans une société comme ça, est-ce que le revenu universel pourrait être une solution à mettre en place? Comment il pourrait en fait s'intégrer? Est-ce qu'il répondrait du coup à ce problème de fond? C'est une question très pertinente et complexe. Imaginons ce futur où l'intelligence artificielle joue un rôle prédominant dans les entreprises, réduisant potentiellement la valeur apportée par les employés humains. Il y a plusieurs aspects à considérer ici. Premièrement, la transition vers une économie dominée par l'intelligence artificielle pourrait effectivement entraîner une augmentation du chômage si les emplois perdus ne sont pas compensés par de nouvelles opportunités. Cela soulève la question de la requalification des travailleurs et de l'éducation continue pour s'adapter à un paysage en constante évolution. Ensuite, il y a la question de la répartition de la valeur générée par l'intelligence artificielle. Si les entreprises accumulent d'énormes profits grâce à l'automatisation, mais que les travailleurs se retrouvent sans emploi ou avec des emplois moins valorisés, cela pourrait créer un déséquilibre économique et social significatif. C'est là que le revenu universel pourrait entrer en jeu. Le concept de revenu universel, c'est-à-dire fournir un revenu de base à tous les citoyens, indépendamment de leur situation de travail, pourrait être une solution pour atténuer les impacts négatifs de cette transition. En théorie, cela permettrait à tous de bénéficier des gains de productivité apportés par l'intelligence artificielle, même s'ils ne participent pas directement à la création de cette valeur. Intégrer le revenu universel dans une société dominée par l'intelligence artificielle soulève toutefois des questions complexes. Comment financer un tel programme? Serait-il financé par des taxes sur les entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle? Et comment s'assurer que cela ne décourage pas l'innovation et l'emploi? Il est également important de considérer les impacts culturels et psychologiques. Comment la société percevrait-elle le travail dans un monde où le revenu n'est plus directement lié à l'emploi? Cela pourrait-il mener à une redéfinition des notions de travail et de succès? En résumé, alors que l'intelligence artificielle continue de transformer le paysage économique, des solutions comme le revenu universel pourraient être envisagées pour atténuer les perturbations sociales et économiques. Cependant, leur mise en œuvre nécessiterait une planification soignée et une considération approfondie des implications économiques, sociales et culturelles. Alors c'est intéressant ce que tu dis, quand tu nous dis que cela pourrait redéfinir en fait les notions de travail et de succès. Je me dis en fait effectivement, est-ce que ça va pas redéfinir tout simplement la notion de travail? Aujourd'hui on a ce côté-là où quand on a un travail, on est censé apporter une certaine valeur pour l'entreprise, et c'est pour ça que du coup on a un salaire. Alors je suis pas économiste, mais voilà, il y a ce système-là où on apporte quand même quelque chose, une valeur à la société, donc du coup on obtient un salaire en échange. Est-ce que si demain on n'a plus vraiment cette valeur qu'on apporte, puisque notre travail est remplacé par une intelligence artificielle, on peut pas quand même avoir des activités qui sont pertinentes pour la société, par exemple, je sais pas moi, travailler dans une association ou je sais pas, cultiver son potager. C'est des choses qui sont quand même intéressantes pour la société, mais qui ne rapportent pas vraiment cette valeur telle qu'on pourrait l'avoir dans une entreprise. Qu'est-ce que t'en penses, Josh?
Ta réflexion est très pertinente. En effet, l'avènement de l'intelligence artificielle et son impact potentiel sur le monde du travail nous amènent à reconsidérer la notion de travail et ce que signifie apporter de la valeur à la société. Actuellement, le travail est souvent évalué en termes de contribution économique directe, c'est-à-dire ce qu'un individu produit ou les services qu'il fournit en échange d'un salaire. Mais si l'intelligence artificielle commence à s'occuper de plus en plus de tâches auparavant réalisées par des humains, cette définition traditionnelle du travail pourrait devenir obsolète. Dans un monde où l'intelligence artificielle prend en charge des tâches importantes, les activités humaines pourraient se réorienter vers des domaines où l'intelligence artificielle est moins performante ou pertinente, comme le travail associatif, l'art, l'éducation, le soin aux autres, ou même le jardinage et la permaculture. Ces activités, bien qu'elles ne génèrent pas nécessairement de profit dans le sens commercial traditionnel, sont essentielles pour le bien-être social, culturel et environnemental. La question se pose alors, comment valoriser ces activités et garantir que les personnes qui les entreprennent peuvent vivre dignement? Cela pourrait mener à une redéfinition plus large de la valeur en société, non plus seulement en termes monétaires, mais aussi en termes de contribution au bien-être collectif, à la culture, à l'éducation, à l'environnement, etc. Le revenu universel, comme mentionné précédemment, pourrait être une solution pour permettre aux gens de s'engager dans ces activités sans la pression de devoir gagner leur vie de manière traditionnelle. Cela ouvrirait la porte à une société où le succès et la valeur ne sont plus uniquement mesurés par la productivité économique, mais aussi par la contribution à un écosystème social et environnemental plus large et plus diversifié. Cela soulève des questions passionnantes sur l'avenir du travail et sur la façon dont nous, en tant que société, évaluons et récompensons les différentes formes de contribution. Il est clair que l'évolution de l'intelligence artificielle nous pousse non seulement à repenser notre économie, mais aussi notre système de valeurs. Merci Josh pour ce retour, tu viens de reformuler vraiment ce que je voulais dire. Maintenant je me dis, quels seraient les principaux contre-arguments pour que cette vision de la société fonctionne ou pas? Est-ce que tu vois des principaux blocages ou des choses qui pourraient faire que ça ne fonctionne pas ou des choses qui font que c'est une utopie qui ne serait pas réalisable? Envisager un futur où le travail et la contribution à la société sont redéfinis en raison de l'impact de l'intelligence artificielle est fascinant. Mais il y a plusieurs contre-arguments et défis potentiels à considérer. Contre-arguments et défis financement du revenu universel. L'un des plus grands défis est le financement d'un revenu universel. Comment financer un tel programme sur le long terme? Il faudrait probablement augmenter les impôts, notamment sur les entreprises bénéficiant le plus de l'automatisation, ce qui pourrait rencontrer une forte opposition. Impact sur l'innovation et l'économie. Certains craignent que le revenu universel ne décourage le travail et l'innovation. Si les gens reçoivent un revenu sans avoir à travailler, cela pourrait-il réduire l'incitation à travailler, à prendre des risques ou à innover? Valeur du travail. La valeur du travail va au-delà de la simple rémunération. Pour beaucoup, le travail est une source d'identité et de réalisation personnelle. Remplacer cela par un revenu universel pourrait-il affecter négativement le sens de l'accomplissement et de la contribution personnelle? Changement culturel et sociétal. Passer à un modèle de société où le travail n'est plus au centre nécessite un changement culturel majeur. Les gens sont conditionnés à associer le travail à la valeur personnelle et sociale. Remodeler cette perception n'est pas une mince affaire. Inégalité et gestion des ressources. Même avec un revenu universel, il pourrait toujours y avoir d'importantes inégalités, notamment en termes d'accès aux ressources, à l'éducation et aux opportunités. Comment assurer une distribution équitable des bénéfices apportés par l'intelligence artificielle? Résistance politique et économique. Mettre en place un revenu universel pourrait se heurter à une forte résistance de la part des acteurs économiques et politiques en place, notamment ceux qui bénéficient le plus du statu quo. Conclusion, tout en reconnaissant le potentiel d'une société redéfinie par l'intégration de l'intelligence artificielle, il est essentiel de considérer ces défis et contre-arguments. La transition vers un tel modèle sociétal nécessiterait non seulement des changements économiques et politiques majeurs, mais aussi une réévaluation profonde de nos valeurs et perceptions culturelles sur le travail,
la contribution et la réussite. Donc c'est vraiment intéressant, je pensais pas qu'on irait aussi loin sur le sujet en partant tout simplement d'une question sur est-ce que le revenu universel est pertinent. On se retrouve à se rendre compte qu'on a peut-être même besoin de redéfinir en fait la valeur de travail. Moi c'est vrai que j'ai du mal à accepter l'argument du fait que s'il y a un revenu universel, les personnes se mettraient à ne plus rien faire, à ne plus travailler, à ne plus innover et voilà, à rester figées devant Netflix toute la journée. J'ai du mal à croire que ça se passerait comme ça, puisque les personnes ont besoin d'avoir du sens quand même dans leur vie, de faire des choses, et ça peut par contre, ces choses-là peuvent être des choses qui n'ont pas forcément une valeur élevée en termes de valeur travail telle qu'on la définit aujourd'hui. Voilà, est-ce que si une personne se met à faire des sculptures dans son jardin ou à jardiner ou voilà à créer son potager, à se mettre à faire une association sportive dans son quartier, toutes ces choses-là, c'est quand même des choses qui ont un intérêt, qui nous donnent du sens, qui vont nous permettre de continuer à garder un lien social aussi, ce qui est, je pense, essentiel, et à donner du sens à ce qu'on fait et donner du sens en général à tout ce qu'on accomplit. Et pourtant, c'est des choses qui pourraient ne pas avoir vraiment de valeur telle qu'on peut définir la valeur aujourd'hui. C'est des choses qui, d'un point de vue financier, seraient pas forcément des choses qui rapporteraient de l'argent, mais qui quand même pourrait apporter beaucoup à la société. Donc je me dis que avec ce qui se passe et l'intelligence artificielle qui va prendre, je pense, de plus en plus de place, peut-être qu'il va y avoir un peu aussi moins de place pour le travail financier, entre guillemets, c'est celui qui a une valeur financière, et peut-être qu'on va avoir du coup de plus en plus de place pour un travail qui ne serait pas vraiment un travail aujourd'hui, qui serait plutôt un apport individuel à la société dans des domaines divers et variés, mais qui seraient des domaines où aujourd'hui financièrement il n'y aurait pas vraiment d'intérêt. Et je me dis que cette transition-là, elle pourrait être vraiment bien accompagnée avec le revenu universel, puisque ça permettrait aux gens de pouvoir se lancer dans des activités qui, à leur sens, ont de la valeur, qui au sens même de la société ont de la valeur, mais qui d'un point de vue financier n'ont pas de valeur, ou en tout cas très peu de valeur, et qui du coup ne sont pas viables aujourd'hui. Et si aujourd'hui on se dit moi je veux juste m'occuper de mon jardin, ça va être très difficile d'en vivre si c'est notre seule activité, à moins d'avoir un très très grand jardin et de devenir maraîcher, mais à ce moment-là je pense qu'on sort du contexte du jardinage, ça va être compliqué. Et pourtant ça reste quand même quelque chose qui peut être très intéressant, et ça peut être une personne qui va pouvoir après avoir des légumes à partager à ses voisins ou à sa famille. Donc c'est des questions, je pense que, en tout cas que moi je me pose depuis un petit moment quand j'essaie d'imaginer ce qui pourrait se passer dans les prochaines années, peut-être d'ici 10 ans, 15 ans ou plus, et qu'est-ce qui pourrait se passer, sachant que je suis pas certain que quand on a une vraie transition, par exemple avec la révolution industrielle de milieux comme l'agriculture qui avant employait énormément de personnes qui sont complètement passées sur d'autres domaines, avec tout ce qui est service qui a aussi augmenté. Je me demande si on va pouvoir avoir une même transition quand l'intelligence artificielle va vraiment beaucoup évoluer. Je suis pas certain qu'on puisse retrouver de la place pour tout le monde et qu'on puisse trouver un travail dans le sens où on le définit aujourd'hui, avec cet aspect financier derrière, pour tout le monde. Je suis pas certain que ce soit pertinent, et je suis pas non plus certain que ce soit une bonne idée. Aujourd'hui, on a des robots qui vont fabriquer des objets dans les usines. Est-ce que c'est pertinent d'employer un humain pour visser un boulon sur une vis, sachant que pour lui ça va être une tâche qui va être pénible, qui va être difficile et qui est très peu intéressante, dans laquelle il va pas forcément s'épanouir, alors qu'un robot peut faire la même chose plus rapidement, sans faire d'erreur, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On risque de se retrouver avec la même chose avec les intelligences artificielles. Est-ce que certains travails aujourd'hui intellectuels pourraient pas être remplacés par des intelligences artificielles, et dans ce cas-là, on aurait forcément une perte pour les personnes qui exécutent ces travaux aujourd'hui. En tout cas, je vous laisse réfléchir sur ce sujet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram ou du coup maintenant sur Thread sur cet épisode, et puis aussi sur les éventuels autres sujets que vous aimeriez aborder. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Ciao.